Toujours par rapport à l'interface, donc on a une partie en bas à gauche qu'on n'a pas encore vue et qui est très utile et qu'on va utiliser assez souvent, surtout si on travaille sur des projets. Pour voir mieux l'effet de ces différentes fonctionnalités, le mieux c'est d'avoir un mini projet comme exemple et voir les effets de ces options-là. Donc la première fonctionnalité, c'est de pouvoir changer l'échelle du projet, enfin de la vue en cours. Si je change l'échelle vers le 1/50e, je vais constater un changement, surtout au niveau de la notation. Mais pour voir le changement réel, il vaut mieux ouvrir une feuille pour voir au niveau de la mise en page quel est le changement constaté. Donc si je sélectionne, c'est la même vue qui est insérée dans cette feuille. Je la sélectionne, je double-clique pour activer la vue et là je vais changer par exemple l'échelle vers le 1/50e. On constate déjà que le dessin du plan a automatiquement s'est mis à jour et a pris l'échelle adéquate. Il y a juste à mettre à niveau les annotations et les étiquettes. Donc ça permet en un simple clic de changer d'échelle rapidement. Après il ne restera plus qu'à changer la feuille pour que ça soit cohérent. L'autre option, donc dans la même interface, c'est le niveau de détail. Donc dans ce dessin, on voit déjà que le niveau de détail est assez moyen, sinon faible. Si je regarde par exemple par rapport euh, au niveau de détail, actuellement c'est le niveau de détail faible. Il y a des informations, surtout au tout début du projet, qui ne sont pas vraiment très pertinentes. Et donc, d'où l'intérêt de limiter l'affichage au strict nécessaire selon le degré de détail voulu dans la phase d'étude du projet en cours. Donc, si je switch le détail vers le moyen, on va voir que déjà, il s'agit d'un mur composé avec une couche d'isolation et une couche de maçonnerie avec un revêtement ou une finition. Et puis, au niveau de la menuiserie, pareil, au niveau du profil de la menuiserie, on voit que ça s'est mis à jour vers plus de détails. Et si on passe au niveau élevé, on aura plus de détails pour ce qui est de la menuiserie avec les profils et tout ça. Donc cette option permet une évolution rapide d'un niveau de détail vers un autre plus avancé sans avoir à perdre du temps au niveau du dessin 2D et des éléments graphiques inutilement. Donc c'est une bonne manière de faire évoluer le projet rapidement et de transmettre uniquement l'information nécessaire à la phase voulue. Donc l'autre option est l'option de la trajectoire du soleil. Donc on peut voir l'effet de cette option-là au niveau de la 3D surtout. Donc si on active cette trajectoire, on a la possibilité, surtout si on a renseigné l'emplacement du projet exact et le nord géographique exact, de faire une étude d'ensoleillement en combinant ça avec l'option qui est juste à côté d'activation des ombres. On peut faire une étude d'ensoleillement et voir un peu si notre projet, quelle façade est la meilleure au niveau de l'ensoleillement pour pouvoir choisir, que ce soit au niveau des choix conceptuels ou des choix énergétiques, ça peut être pertinent. Donc, même l'impact, par exemple, d'un arbre avec son ombre portée sur l'environnement et le bâtiment peut être visible aussi à ce niveau-là. Donc, l'autre option, c'est une option de rendu. Donc, rendu photoréaliste avec le moteur de rendu intégré à Revit. Mais bon, il y a tellement d'options de rendu, des moteurs de rendu sur le marché que bon, on peut ne pas utiliser ce moteur-là. Ça reste toujours une bonne chose d'avoir une possibilité de faire le rendu dans l'environnement Revit au lieu de passer sur d'autres outils et de refaire le texturage ailleurs. Mais au niveau de la qualité, ça reste relativement moyen. Ça dépend
du degré de maîtrise et puis du projet et différentes bibliothèques. Les deux autres options juste à côté, donc il y a le cadre de vue et l'activation du cadre. On va voir illustrer ça au niveau de l'exemple précédent. Donc au niveau de la mise en page, si j'active la vue en cours et par exemple je vais dans l'option ne pas cadrer la vue pour la désactiver. Donc on va voir qu'il y a d'autres éléments qu'on a qu'on n'a pas cadré exprès pour ne pas avoir un truc qui n'est pas propre. Donc on s'est concentré sur la partie qui nous intéresse. C'est un projet qui a été fait sur la base de documents existants. Donc tous ces éléments-là, inutiles à notre affichage ou à notre mise en page, peuvent être éloignés du cadre et masqués. Donc l'option qui est à gauche, elle permet d'activer le cadre ou le désactiver, c'est-à-dire l'appliquer ou bien ne pas l'appliquer. Et l'option qui est à droite, elle permet d'afficher le cadre ou de le masquer. Donc une petite nuance, mais ça a toute son importance. Donc il faut garder en tête la différence entre les deux. L'autre option, juste après, c'est celle du masquage et de l'isolement des éléments d'une manière temporaire. Je vais illustrer ça au niveau de la 3D. Donc, si je sélectionne par exemple ce mur et ce mur-là, et je vais dans cette option-là, je peux soit par exemple masquer les éléments d'une manière temporaire, et là je vais avoir un cadre coloré qui permet, avec un petit texte, m'indiquant qu'il y a des éléments qui sont masqués temporairement, et donc ça permet de voir ce qu'il y a de l'intérieur, et de faire des modifications éventuellement ou des vérifications et après à tout moment on peut revenir et restaurer le masquage. Donc ça permet sans supprimer des informations ou des éléments modélisés, ça permet de vérifier ce qu'il y a derrière un élément ou bien d'isoler certains types d'éléments. Par exemple, en sélectionnant un mur, je peux aller lui dire d'isoler la catégorie. Donc ça permet d'isoler tous les murs du projet et comme ça je peux vérifier pas mal d'informations de modélisation, si elles sont exactes, s'il y a des conflits entre deux ou trois éléments. Donc c'est un outil de vérification et d'optimisation du modèle. Donc à tout moment on peut filtrer et voir ce qui se passe par rapport à un élément ou plusieurs éléments. L'autre option qui est l'option des éléments cachés. Donc, supposons par exemple si je veux masquer ce mur-là, donc d'une manière permanente, mais uniquement ce mur-là. Si je le sélectionne, je vais dans masquer dans la vue, et là, au lieu de sélectionner catégorie, ce qui va masquer tous les murs, je vais sélectionner éléments, et donc je vais masquer uniquement l'élément d'une manière permanente, ce qui diffère de l'option qu'on a vue juste avant. Donc là, pour voir quels sont les éléments masqués d'une manière permanente, soit euh, dans la catégorie ou bien individuellement, je peux aller dans cette option-là et cliquer pour voir quels sont les éléments en rouge clair ou foncé qui sont masqués par rapport à la vue actuelle. Et on va voir qu'il y a des dessins AutoCAD ou des WG, et puis le point d'origine du projet, le point de référence. Et avec ça, il y a aussi le mur qui est masqué. Donc je peux le sélectionner, faire un clic droit et afficher dans la vue d'éléments. Donc en désactivant ce mode, je peux revenir au mode d'affichage standard qui va me permettre de voir tous les éléments qui sont affichés par défaut. Une autre option qu'on peut voir uniquement lorsqu'on est en vue 3D, c'est cette option-là. Donc dans les versions précédentes, les plus anciennes de Revit, par exemple Revit 2015 ou 2016, il était impossible de verrouiller une vue lorsqu'on voulait faire présenter une axonométrie. Généralement, on essaye toujours de choisir un angle parfait qui permet de présenter le projet sous son meilleur angle et
d'une manière cohérente. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux verrouiller pour éviter le changement d'angle accidentel. Donc là, cette option-là, elle permet de verrouiller l'angle et d'enregistrer la vue, donc de manière à avoir cet angle-là fixe et sans une possibilité de changement accidentel par une rotation ou autre. Donc les autres options, donc, la propriété de la vue temporaire, elle permet d'appliquer des presets, des préconfigurations de vue sur la vue actuelle, donc ce qui permet de gagner du temps au niveau de l'affichage et de changement d'affichage. L'option de modèle analytique, donc généralement le modèle analytique c'est un modèle dédié à la structure et qui permet d'afficher les éléments porteurs sous une forme simplifiée. Les poteaux deviendront des éléments linéaires, verticaux et par exemple les murs porteurs seront sous forme d'éléments plus simples pour schématiser le schéma de descente des charges et faire plus facilement la simulation pour passer à d'autres outils. Donc, et à côté de cette option-là, il y a la possibilité de mettre en surveillance les jeux de déplacement. Ça, c'est par rapport, par exemple, à une axonométrie éclatée. Donc, si on veut faire une axonométrie éclatée, par exemple, si je veux montrer le toit qui est décalé par rapport au reste, je peux sélectionner l'élément et aller voir ici la possibilité de déplacer l'élément. Donc, à tout moment, je peux voir après quels sont les éléments qui sont déplacés dans la vue affichée. Donc, imaginons que, bon, j'ai pas les arbres par exemple, donc on va masquer la catégorie des plantes et on va voir que si on regarde euh, directement le modèle comme ça, on va s'imaginer qu'il y a un problème au niveau du modèle et que le toit a été décalé accidentellement vers le haut. Or, si on active cette option-là, on a la possibilité de voir les éléments qui sont euh, décalés d'une manière voulue et non pas accidentelle. Et comme ça, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une axonométrie éclatée pour voir ce qu'il y a de l'intérieur de notre bâtiment, de notre projet. Donc la dernière option, c'est celle des contraintes. Donc les contraintes, c'est par exemple le fait, on va voir ça sur plan, si je veux que cette dimension reste la même, quelles que soient les cas de figure ou les possibilités dans le projet, je verrouille par exemple, je peux verrouiller cette dimension-là, et donc si je regarde par rapport aux contraintes, je vais voir qu'il y a d'autres codes qui définissent des contraintes. Par exemple, cette code-là, elle définit une contrainte du projet de manière à avoir une distance égale pour les deux chambres. Donc, cette contrainte-là peut être masquée dans l'affichage pour une mise en page ou pour une présentation, mais elle reste toujours active pour éviter de la surpasser ou de l'ignorer dans le projet. Donc c'est ça les contraintes qu'on peut faire parmi d'autres. Par exemple, faire en sorte d'avoir deux distances égales. Aussi, on peut verrouiller certaines côtes pour avoir une distance fixe et éviter que ça soit décalé par accident ou autre. Donc il y a différentes contraintes. Donc voilà en gros les fonctionnalités qui sont ici. Et on découvrira ça au niveau pratique au fur et à mesure de la formation aussi.